Hearst, c'est un beau petit village. Tu veux aller à la pêche ou à la chasse, c'est 5 à 10 minutes. Tout est proche. Il y a plein d'activités. Je vais, Je reviens tout le temps. Ce que je préfère, c'est du goûter. Vos bureaucrates dans vos bureaux à Toronto, là, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre coin, puis ils nous font faire des affaires qui n'ont pas d'allure. Les communautés du Nord, on est là pour exister, puis on est là pour rester. On est une région éloignée, mais finalement, c'est qui est loin de qui? C'est ça, oui. Hearst est la municipalité de l'Ontario avec la plus grande proportion d'habitants francophones. Ici, environ 90% des 6000 citoyens ont le français comme première langue. On a surnommé Hearst le Petit Québec, le village gaulois. Hearst est aussi reconnu pour être au bout du chemin. C'est la ville la plus au nord de l'Ontario. Cet isolement a favorisé l'émergence d'une identité propre, d'une volonté d'autonomie et d'indépendance. Laurent Vaillancourt est un artiste qui a participé à l'éveil culturel francophone de l'Ontario. Sa première préoccupation est sa communauté. Manon Cyr gère la Maison Verte, un centre destiné au reboisement de l'Ontario. Malgré les opportunités, il a été impossible de la déloger de son patelin adoré. Angèle Lacroix a attendu la quarantaine pour vivre sa passion. Elle a ouvert un centre équestre dans la nature de Hearst où elle prend soin de plus de 30 chevaux. Jonathan Blier est un homme occupé et fier de sa ville. Il est conseiller en orientation, conseiller municipal et entraîneur au hockey élite. Continuez. À travers des gens et des lieux, découvrons le caractère de ces francophones du Nord qui peuvent dire « J'habite ici, en toute liberté, à Hearst ». Je pense que les gens seraient très surpris d'apprendre que Hearst n'a pas toujours été une communauté aussi francophone que maintenant. Jusqu'aux années 50, la population francophone représentait à peine 50 %. Mais avec les années, il y a toujours continué à y avoir à Hearst une migration importante en provenance du Québec qui a fait que graduellement, la population francophone a augmenté. Beaucoup d'anglophones sont partis, beaucoup de francophones des petits villages sont venus grossir la population de Hearst, de telle sorte que Hearst est certainement une communauté où on peut vivre en français, où on peut étudier en français, où on peut travailler en français, ce qui lui donne un caractère tout à fait unique là, en Ontario. Bon matin. Hey Victoria. Salut Chantal. Bonjour, ça va bien? Je suis Manon Cyr, directrice de la Maison Verte et j'habite à Hearst depuis toujours. Je te dirais que je suis bien chanceuse d'être à Hearst. On a une implication communautaire qui est hors pair, puis on est une ville qui génère des entrepreneurs naturels. La belle histoire de la Maison Verte, c'est qu'en 82, un groupe de femmes cherchait un projet pour pouvoir offrir de l'emploi, surtout à ce moment-là pour les femmes. C'était ça leur objectif, création d'emplois pour les femmes. Le ministère des Richesses naturelles, par la même époque, cherchait un producteur pour la semis. Donc l'association a fait les démarches et a eu le contrat. Par le fil des temps, on continue toujours à offrir de l'emploi. On ne s'arrête pas aux femmes. Je pense que ça ne serait pas correct non plus. Puis je pense que c'est un beau mélange d'avoir des femmes et des hommes dans un endroit de travail. Mais ce qui est spécial, je pense, c'est son implication communautaire, puis son mandat social qui fait qu'on continue toujours à créer de l'emploi. J'aime ça le matin commencer, on visite le lieu. Tu sais tout le temps, où ce que c'est rendu tes productions, mais en même temps, ça donne la chance de donner un beat à ton équipe. En tout cas, moi, je trouve que ça me fait plaisir, ça t'amène un sourire puis une bonne humeur. Mais par-dessus tout, c'est que ça donne la chance aux gens de voir que tu es disponible. Fait qu'à tous les jours, s'il y a quelque chose qui veulent te jaser, bon, demain matin, quand elle va passer, je vais y en parler. Si on prend soin de notre ressource humaine dans notre entreprise, c'est ça qui va nous différencier. Parce qu'avec de l'argent, je peux acheter tout. Je peux acheter plus moderne, je peux acheter tout ce qui est matériel. Mais la ressource humaine, non. Donc, pour moi, être proche de la ressource humaine, de la personne, oui, savoir ses rêves, ses ambitions. Puis c'est en jasant qu'on va découvrir aussi, dans l'entreprise, y a-t-il d'autres choses qui aspirent ou des projets? C'est l'élément essentiel de la ressource humaine. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Fait que si tu faisais un matin, tu as commencé quoi?
On place un géotextile pour ensuite planter des fers. Au niveau des emplois, on a eu quand même plusieurs étudiantes. Puis on a toujours été chanceux de pouvoir être gagnant-gagnant ou ce qu'on leur permet de revenir dans la région pour travailler. Parce que la plupart des études, si tu ne les fais pas en français avec des programmes en sciences sociales à l'Université de Hearst ou au Collège Boréal avec leurs différents programmes, tu dois, par la force des choses, aller à l'extérieur. Puis c'est correct d'aller à l'extérieur. Des fois, il faut partir pour apprécier ce qu'on a chez nous. Il ne faut pas avoir peur de les laisser aller, c'est plutôt de s'assurer d'être capable de les ramener, de les attirer à revenir chez nous. Puis c'est quoi encore tes études? En religion. C'est World Religions. C'est en anglais à London. Puis après mon bac, je sais pas, peut-être en agriculture. Pourquoi pas? Ouais. Moi, j'ai fait mes premières études ici à Hearst. J'ai fait un bac à l'Université de Hearst. Puis malheureusement, j'ai dû quitter parce que les programmes que je voulais poursuivre ne s'offraient pas dans ma région. Donc, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires à l'Université d'Ottawa. Belle place, bel endroit, mais un style de vie fou pour moi. Je restais à Gatineau, donc je faisais de la route pour me rendre à l'Université d'Ottawa. Puis je voyais des gens se maquiller ou se raser. Puis je me disais, bien voyons, ils n'ont pas le temps de faire ça à la maison, pour finalement réaliser qu'on passait tellement de temps dans la voiture que c'était peut-être le seul moyen de pouvoir faire ces choses-là. Ça fait que pour moi, c'était pas concevable. Puis même avant que je parte pour les études, j'avais décidé faire l'achat d'un terrain. Donc je savais que je revenais dans le Nord. J'avais pas de doute là-dessus. Puis il y en a de l'emploi dans la région, c'est à nous de le faire connaître. C'est un mandat social à continuer à faire ça. Hey Mario, toujours. On est dans la dernière semaine d'examen. Les corridors, il y a des poubelles partout. Il y a toutes sortes de choses parce que les jeunes vont vider leur casier. Il y a des gens qui vont me demander « les vacances arrivent, tu dois... Oh, pas vraiment. Quand que ça l'arrive, ça l'arrive. Puis par la suite, j'ai hâte de revenir au mois d'août. Bonjour, Zach. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Bon, un petit peu parler de tes choix de cours. Donc, est-ce que tu as pensé à quel genre de cours que tu voulais prendre? J'avais pensé à avoir le cours d'entrepreneuriat. OK. Je te suggérais peut-être BOH KTM, mais c'est un cours de gestion qui est axé sur le leadership. Lorsqu'on parle d'emploi, moi, je dis toujours aux jeunes de suivre leur passion. Parce qu'à chaque jour, quand tu te lèves, il faut que tu sois content d'aller travailler. Ce que je fais d'ailleurs. Moi, qu'est-ce que je fais le matin? Je me lève, puis j'ai hâte de venir au travail. J'aime rencontrer les jeunes. J'aime être dans un corridor, discuter avec tout le monde. Petite question avant de continuer là-dessus, là, parce que c'est-tu les études universitaires ou collégiales qui t'intéressent? J'aimerais aller aux études universitaires. OK. Parce que, par exemple, l'Université d'Ottawa, exemple, ils vont demander le cours de fonction puis le cours de calcul. Est-ce que, s'ils veulent revenir dans le Nord, est-ce que je les conseille par rapport à certains emplois qui sont dans le Nord, qui pourraient s'attacher à leur passion? Définitivement. Présentement, il n'y a pas un manque d'emploi à Hearst. Puis d'ailleurs, nous autres ici, on est un des plus gros secteurs techniques en province. Si je parle aux employeurs, ils cherchent des gens. Puis qu'on veut tous les revoir, nos jeunes de Hearst. Anyway, je vais te souhaiter bonne chance, Zach, puis beaucoup de succès dans ce que tu vas entreprendre. On se trouve ici en avant de l'hôtel de ville. Là. Naturellement, on pourrait quasiment dire que c'est mon coin de rue. Là. En regardant ici, c'est l'hôtel de ville où j'occupe le poste de conseiller municipal. Donc, j'ai souvent besoin d'aller faire mon tour à l'hôtel de ville. J'étais tous les jours durant la période scolaire là, à l'école secondaire catholique de Hearst. Puis, à peu près le reste de mon temps libre, à part du temps avec ma famille, ben, se retrouve à l'aréna où j'entraîne l'équipe des élans qui est là, ou encore je suis à l'aréna avec mes enfants. Qu'as-tu fait, Sam? Je m'appelle Angèle Lacroix. J'habite à Hearst, en banlieue de Jog. Je suis éducatrice à l'enfance, à la petite enfance. Et puis, depuis 4 ans, je suis instructeur équestre en western de niveau 3. Mon bébé, la petite là-bas, c'est le premier bébé que j'ai eu au ranch. Elle a 2 ans. Et c'est le seul que je vais avoir. Je fais des camps d'été toute la saison juillet-août avec les enfants du lundi au vendredi. À l'année longue, de janvier à décembre, on donne des leçons d'équitation western. On apprend simplement le plaisir de la bête. J'ai attendu des années. Un regret là-dessus.
c'était juste la peur de je vais-tu réussir? On était à Hearst, une petite ville, la population, on n'est pas beaucoup, puis c'était peurant. Fait que j'avais laissé de côté. Puis quand on a vendu notre maison en ville, j'ai 40 ans. La décision se fait. On n'arrête pas. On se lève le matin 6 heures, puis je le fais toute seule. Roland travaille en ville. Fait que moi, je suis toute seule à la maison jusqu'à temps que ma fille, Shanna, elle arrive. OK. OK, ma minoune. Et 1 et 2. Ma fille, c'est mon bras droit. Debout, hey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, hein? Elle marche comme il faut, aide-moi. Je travaille ici, alors je suis pas mal toujours autour des chevaux. Elle travaille tellement aussi avec les chevaux qu'elle va me donner autant de conseils que n'importe qui peut m'en donner. Là, elle a grandi avec ça, puis elle remarque des choses souvent que je dis « Ah, oui, comme elle me fait remarquer des choses que je remarque pas. » Fait que, non, elle est très importante là-dedans. Adèle, tu veux-tu embarquer? Mon fils Joey, il est parti, ça va faire 3 ans. Fait que c'était là la première grosse étape de perdre le premier. Ça a été super dur parce que justement, c'est ça, on a toujours été beaucoup en famille. Mais qu'est-ce qui m'encourageait, c'est de voir que qu'est-ce qu'il faisait, puis comment il s'en allait dans la vie. Il était tellement bien. Il est à Saint-Albert, il est en réfrigération et chauffage. Il s'occupe de 20 écoles. Il a fait quelque chose de sa vie, il a persisté, puis il est heureux là-dedans. C'est tout ce que je peux demander. Belle, es-tu prête? On donne-tu un petit trot? Tcha! Tcha! Je suis encore au secondaire. Je suis rendue en 11e année, à la fin de ma 11e année. Je vais faire probablement des études pour entraîner des chevaux parce que la passion à ma mère m'a suivie. Elle, c'est un peu plus pour l'initier aux gens, mais moi, j'aimerais plus entraîner leurs chevaux s'ils ont des problèmes, d'en commencer quand ils sont tous jeunes pour les faire évoluer puis pouvoir vendre mes meilleurs chevaux au monde. Good girl, Belle. Je crois qu'il va falloir que je reste plus quand même dans les villes un peu plus peuplées parce qu'à Hearst, il n'y a pas grand monde qui ont besoin qu'on entraîne leurs chevaux, peut-être 2, 3, mais ça m'en prendrait plus pour en faire un métier. En autres mots, elle va partir de la ville, elle aussi. Mais je vais revenir, moi. Ah, OK. Une chose attire l'attention quand on prend la route 11 qui mène à Hearst. C'est le grand nombre de bâtiments agricoles et de maisons laissées à l'abandon. Ces ruines insolites qui marquent le paysage peuvent parfois s'expliquer par le déclin de l'activité agricole, mais plus souvent par la vétusté des maisons qu'il est plus simple de laisser à elles-mêmes. Aucun règlement municipal n'oblige les propriétaires à démolir ces ruines qui, bien qu'elles puissent faire le bonheur des photographes, ne sont pas représentatives de la vitalité de la région. À Hearst, on compte davantage de diplômés universitaires que dans des villes de même taille en Ontario, et un taux d'activité supérieur à la moyenne. Je peux pas vivre en ville. J'ai vécu un peu à Montréal et puis j'ai réalisé qu'à tous les 2 mois, il fallait absolument que je sorte. Il fallait que je sorte de la ville. Je pouvais plus y aller. Ça me rend agressif, ça me rend... c'est le stress invisible là, qui me dérange. Tandis qu'ici, j'ai pas ça. Je suis à l'aise, je suis bien, j'ai pas ce stress invisible là, de la ville. Donc, je peux pas te dire pourquoi je vis ici, mais je peux te dire pourquoi je vis pas en ville. De Hearst à Topaz, ça fait 65 km. Ça me prend environ 45 minutes. Pour vivre ici, il faut avoir un auto, parce qu'il n'y a pas de service de transport en commun. Le train passager a été coupé. Il y a encore le train de marchandises. Donc, on est pris avec l'autobus qui part de Hearst vers 5 heures du matin. Donc, c'est pas des horaires favorables, si on peut dire.
C'est une région isolée, mais ça, c'est relatif. On ne se sent pas nécessairement isolé puisqu'on est là. Hearst, c'était le centre diocésain, et puis c'était un centre éducatif, parce qu'il y avait aussi le couvent pour les filles, le séminaire pour les gars, et ça se passait tout en français. Donc, et ce sont ces personnes-là qui ont eu une éducation supérieure et qui sont restées ou sont revenues. Le fait de vivre peut-être en vase clos comme ça a permis d'affermir la francophonie dans le coin. Nous sommes à Opastatica, Ontario, et ce lieu est un ancien hôtel qui s'appelait le Opaz Motor Hotel. C'est pour ça que j'ai gardé un peu une trace en appelant ça Topaz. J'ai ajouté un T. Mon but premier était d'en faire un lieu de résidence pour artistes. Et puis, mais j'ai pas beaucoup d'artistes parce que c'est loin. Lorsqu'on vérifie pour un billet d'avion, disons, de Toronto à Kapuskasing, qui est la ville voisine, c'est très cher. C'est plutôt aussi bien d'aller en Europe. C'est moins cher. Donc, j'ai eu des groupes d'artistes, puis j'ai eu quelques individus qui sont venus faire leur tour. Une artiste qui m'a dit j'arrive d'une résidence à Québec, et puis ici, c'est pas mal mieux. C'est une œuvre en cours. Topaz devient un peu mon œuvre aussi. De construire ou de conserver ce lieu fait partie de ma démarche. Et puis, c'est devenu mon atelier, mon chalet. C'est drôle d'avoir un chalet sur le bord de la route, mais il y a un petit lac en arrière. Prêt à l'embarquement pour un vol assuré par la Hearst Air, un service d'avion-taxi qui vous mènera quelque part dans la forêt boréale. Michel Veilleux prend les commandes. Ce pilote de brousse de la 3e génération, fils du patron, a obtenu son permis commercial à l'âge de 18 ans. Sa première priorité est d'assurer des vols sécuritaires. Parmi les clients de la Hearst Air, des amateurs de pêche et de chasse, des chercheurs en matière environnementale et des prospecteurs miniers. On transporte aussi des membres des Premières Nations qui se rendent à leur camp traditionnel de trappe. La seule alternative à l'avion en été pour atteindre ces territoires, le canot. Hearst est le point le plus au nord de l'Ontario accessible en automobile. Le fait d'être éloigné, d'être isolé, c'est un élément beaucoup moins important aujourd'hui à cause des médias sociaux et tout ça. Mais il reste que ça l'a certainement joué dans le fait que c'est une communauté qui a développé son sentiment d'appartenance, qui a été fière de vivre dans le Nord, de développer ces choses dans le Nord. Et ça a eu un effet constant sur la communauté. On est au centre-ville à Hearst. On a des magasins de linge comme Ted Wilson, Le Botti, Maribel encore, où plusieurs personnes magasinent. Salut les amis! Mon oncle a été maire ici pour la communauté pendant quand même de nombreuses années. C'est une région que j'aime beaucoup. C'est une région où toute ma famille vit. C'est un endroit où la plupart de mes amis sont maintenant. Donc, lors des dernières élections municipales, je me suis lancé dans la campagne électorale, puis je suis devenu conseiller municipal pour ma communauté. Ça faisait quelques années qu'on parlait d'un parc d'eau, puis les résidents de la communauté de Hearst voulaient un parc d'eau.
Puis, à un certain moment donné, quand que tu regardes pour un parc d'eau qui est incroyablement gros, qui peut coûter jusqu'à 400 000 $500 000, ça devient un projet qui se réalise quasiment jamais. Donc, en partenariat avec le Club Rotary puis la Caisse populaire de Hearst, on est venu à bout de créer le parc qu'on voit ici. On est très fiers parce qu'à chaque fois que je passe ici, le soir, là, lorsqu'il fait beau, il y a plein d'enfants qui s'amusent en dessous des jets d'eau, puis ça leur donne la chance de se rafraîchir un peu pour aux parents de discuter. Lorsqu'on parle du conseil municipal, on parle d'un groupe de 6 personnes et le maire. Je vais vous dire, l'ambiance au niveau du conseil est excellente. Ici, à Hearst, on est francophone à 90-92 %, fait que c'est pas les anglophones qui vont nous assimiler. On a beaucoup de petites entreprises, puis on est des gens qui se laissent pas battre. On se retrousse les manches, puis on continue. Les communautés du Nord, on est là pour exister, puis on est là pour rester. Je pense que, dans le fond, Roger, il n'a jamais appris autant que lors des 4 dernières années. Mais en gros, non. En gros, Roger il est ouvert aux idées des autres. Je pense qu'il prône le travail d'équipe. On n'est pas tout le temps d'accord, mais on a un très bel esprit d'équipe. Il y a beaucoup de compétences qui sont variées ici. Puis on a des intérêts variés, ce qui fait, je pense, une de nos forces. Hey, salut Lina! Bonjour. Un autre livraison. Merci! Des belles tomates! La Pizza Place, ça fait déjà plusieurs années que dès que notre tomate est prête à la livraison, ils vont l'utiliser dans leur recette. Moi, j'ose espérer que c'est l'achat responsable, mais c'est aussi parce qu'elle est bonne. Le business va bien. Les ventes grossissent d'année en année. Puis on essaie d'encourager les petites business locales autour aussi, là, comme la Maison Verte. Dans la cuisine, tout en français. On a 1 ou 2 personnes qui sont plus anglophones. Eux autres s'adressent en anglais, mais ils comprennent bien le français aussi. Puis en avant, comme pour le service, on ne peut pas vraiment engager quelqu'un qui ne parle pas français à Hearst, là, parce qu'il y a trop de personnes qui ne savent pas parler en anglais. Ils ont mélangé les équipes, puis Oh yeah! on avait 4 équipes. Chic, c'est la belle tomate! Wow! Elles sont vraiment bonnes. Ouais. C'est très important d'avoir des produits locaux. S'encourager entre commerces, c'est faire vivre la communauté. On doit faire ça parce que si on essaie de survivre juste seul, oublie ça. Donc, nous autres, ça nous fait plaisir d'encourager la Maison Verte. Puis en plus, on a des super bonnes tomates. On est content de dire à nos clients, surtout nos touristes qui passent, sont tellement impressionnés de ça que, hey, c'est des tomates de Hearst. Ah, puis tu vois, ça va arriver. Puis on dit, comment ça qu'elle est bonne comme ça? Puis j'essaie de leur expliquer, bien, c'est parce que ça va arriver que la journée que tu la manges, on l'a cueilli le matin. Fait que sa fraîcheur, c'est là qu'elle est la différence. Pizza Place, bien moi, je crois que c'est une place de rencontre. C'est comme le in-spot, là. En tout cas, c'était frappant la première année. On se passait tout dans un grand centre. C'était comme les lampes étaient belles, l'atmosphère. Puis là, dans les séries, écoute, la télévision, tout le monde est arrivé. Puis là, c'était comme un lieu de rencontre. C'était comme rendu un grand salon, là. Fait que c'est le fun, ça, dans notre communauté, parce que, tu sais, on a tout, finalement, ce qu'on a de besoin, là. Hôpitaux, écoles, aréna, sport, écoute, on a tout ça. C'est excellent. On a un parc provincial qui n'est pas trop loin. Fait il y a des petites plages. On a tellement des beaux lacs puis de la belle nature ici. Là. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on manque du tout. C'est juste que j'ai un épinette au lieu d'un palmier. C'est exactement 15 km. Sur le piton, 12 minutes. Fait qu'on dit 15 minutes de chez nous à la ville. Moi, le moins que je vais en ville, le mieux que je suis. Fait que le jeudi matin, c'est mon matin de commission de café avec ma petite mère, mon petit père. Fait que je suis pratiquement ermite dans mon coin avec une sortie une fois par semaine. Suzanne Aubin était déjà propriétaire d'une animalerie à Hearst et voulait établir une ferme avec son mari avec des animaux d'élevage qu'ils ne seraient pas obligés d'abattre. Ils ont trouvé l'animal idéal, l'alpaga. Cette bête qui vient des Andes, en Amérique du Sud, habituée au froid, produit l'une des laines les plus soyeuses qui existent en plus d'être jusqu'à 9 fois plus chaude que la laine du mouton.
Comme Suzanne est une amoureuse des animaux, elle a trouvé chaussure à son pied car l'alpaga est un animal qui aime la compagnie au point où il ne peut pas vivre seul. Il a un tempérament doux et contrairement à son cousin le lama, il n'a pas tendance à vous cracher dessus. Ça, c'est un petit minou qui nous est arrivé. On avait 3 minous qui est arrivé, qui étaient pleins de pipi, puis de caca, puis qui avaient de la misère à bouger. Et puis, ça nous a pris 3 bains pour enlever la senteur et puis les motons qu'il y avait dessus. Puis aujourd'hui, ben, c'est un des meilleurs petits minous possibles. Moi, je connais Suzanne, ça fait 25 ans que j'ai figuré. C'est les animaux qui nous ont fait se rencontrer. J'ai travaillé pour Suzanne. On a fait des sorties ensemble. Dans le temps, on avait beaucoup de temps. On a fait nos folies. Ouais, tu m'en as appris pas mal. Là, ma fille a fait du magasinage. C'est parce qu'il manquait ça pour son set de show. Ah, être ma boss, c'est stressant. La compétition est grande, elle est partout. Il y a l'Internet, il y a le Canadian Tire, il y a l'Indépendant. Écoute, il y en a partout. Comme toute chose, les grosses entreprises mettent tellement la commodité facile. Je suis le parfait exemple, moi, avec ma gang. Faut que j'aille des places où je suis capable d'avoir en gros, parce que sinon, je pourrais pas vivre, ça se ferait pas. Fait que c'est là que c'est dur. Mais le service d'une animalerie, par exemple, c'est la différence. Oui. Coupé avec un accent, coupé McLaughlin. Homer est un libraire, mais c'est un type d'ici. La librairie, c'était une des premières librairies francophones, je crois, dans l'Ontario, qui demeure, qui perdure. C'est ouvert depuis 1988. À ce moment-là, on avait le journal. Moi, je me cherchais un autre défi. Puis après ça, peut-être une autre source de revenus. On a plusieurs auteurs ici. Puis je trouvais aberrant qu'on soit obligé d'aller à Montréal ou à Ottawa pour acheter un auteur qui vit là, à 3 coins de rue de chez vous. Là. Les bibliothèques publiques et les écoles, ça a été difficile de sortir de leur habitude de commander leurs livres de Toronto ou d'Ottawa ou de Montréal même. Mais de plus en plus, les écoles achètent chez nous. Homer, je crois qu'il a sauvé le journal Le Nord. C'était au départ une coopérative dans laquelle j'ai publié mes premières bandes dessinées dans les débuts. Et puis, c'est important pour une communauté d'avoir son médium de communication pour se reconnaître. Moi, je trouve que c'est un beau lien là, entre la communauté. On est trop petit pour se voisiner tous les jours, mais on n'est pas assez gros là, pour ne pas se connaître. Mais je vois, est-ce que tu fais encore du montage papier? Les filles, ils voulaient garder ça. Oui, ils mettent tout sur papier. Il faut qu'ils voient, eux autres. Ah, OK. À un moment donné, on avait un taux de pénétration de 95 %. On ne sait pas comment rejoindre les plus jeunes générations. On a une page web qui est changée à toutes les semaines, mais on ne peut pas lire le journal sur iPad ou iPod encore. Moi, je me contente de la version papier, puis j'aime bien ça. Juste en passant, là, en tant qu'être y a-t-il eu des fuites cette année? Ça a-tu été réparé? Oui, ils l'ont trouvé. C'était juste ici en dessous là, du plancher.
C'est moins gros que supposé, là, c'est ça que... Oui. Au moins, pas obligé de casser de la glace. OK. Hearst, c'est ce qu'on appelle une ville de hockey. Les gens adorent le sport, sont fanatiques. On parle de l'équipe compétitive Midget AA, les élans, qui ont 3, 4, 5, 600 personnes au parti, qui est très bien pour une petite ville comme Hearst. Donc ici, on a les gilets, manteaux, patins, photos d'anciennes vedettes du sport à Hearst. Claude Giroux, qui vient d'ici, a fait très belle figure sur la scène du hockey professionnel. Mais il y a aussi plusieurs jeunes qui ont évolué au niveau junior majeur ou encore universitaire. Puis il y a de ces joueurs-là qui sont mis en valeur ici, là. Depuis que je suis tout jeune, tous les petits joueurs de hockey ils veulent se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Salut Joël. Bonjour. C'est toi, là? Je suis un attaquant, un ailier droit. Ma force, je pense, c'est mon coup de patin. Je me considère comme un bon patineur. OK, Joël, à l'automne prochain, là, en allant à Kirkland Lake, il faut décider de différentes choses, là. Ça va être important de vraiment jumeler les cours que tu as ici avec les cours que tu as là-bas pour pouvoir poursuivre le rêve de jouer dans la Ligue nationale. Les jeunes doivent partir de la maison à l'âge de 15, 16, 17 ans. Il faut qu'ils gravitent les échelons un à un. Pour Joël, ça va être d'aller à Kirkland Lake l'année prochaine dans une équipe junior pour, espérons-le, gravir d'autres échelons. Bien, c'est sûr que ça me stresse un peu. C'est 4h30 de route. Puis ça va être, c'est surtout un milieu, il y a beaucoup d'anglophones comparément à ici. Mais j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu, il y en a d'autres avant moi qui l'ont fait, qui ont passé au travers. Jonathan, il connaît ma situation, il a déjà été dans pas mal la même situation que moi. Je me suis promené pas mal durant mon adolescence. J'ai fait 4 écoles secondaires, 3 universités, dans 7 villes différentes. Tout ça en grosse partie parce que je jouais au hockey, puis je voulais poursuivre mon rêve de devenir hockeyeur professionnel. Mais ça s'est pas réalisé. Par contre, je pense que ce chemin-là m'a mené sur une bonne route, sur la route pour devenir conseiller en orientation, puis revenir chez nous dans mon patelin à Hearst. Je suis dans cette photo-là, là, que dans le temps où j'étais Pee-Wee. Donc, ça fait longtemps que je suis dans le hockey, là. Pee-Wee, Bantam, là aussi, là. Je suis là. Puis après ça, ça se poursuit, là. Il y a un petit laps de temps où je suis plus présent, puis je reviens comme entraîneur à partir de là, ici, là. Il ne m'oriente pas juste à l'école, il m'oriente dans la vie et tout, là. C'est lui qui m'a aidé à aller jouer au plus haut niveau. All right. OK, on va commencer, là, juste un petit warm-up, là. OK, fait que jogger sur place, OK? Jogger sur place, jogger sur place. J'ai toujours aimé coacher. Je suis un passionné de hockey, je suis un passionné des sports en général, mais également, j'aime travailler avec les jeunes, j'aime ça, les voir évoluer là-dedans, puis grandir. Les jeunes viennent ici sur une base volontaire, puis je le fais, moi, juste de bon cœur, lorsque j'ai fait 9 entraînements d'ici la fin de l'année, puis ceux qui voulaient se présenter venaient, puis les autres, ils vont venir au mois d'août. Lâche pas! 10 secondes! 10 secondes, t'es capable! Quand on parle de hockey, c'est un sport dans lequel je pense que tu apprends à travailler en équipe, tu apprends à être bon sportif, tu apprends à te responsabiliser. Pour moi, ça a été un endroit où j'ai pu apprendre des valeurs très importantes pour la vie courante. Peu importe où ça va les mener, je pense que dans le fond, ils vont avoir appris des leçons très importantes du sport. Puis je pense que le sport, c'est comme ça qu'il doit être utilisé. Let's go Max! Let's go Max! La vitalité culturelle à Hearst peut s'expliquer, à mon sens, de plusieurs façons. D'une part, la présence de l'Université de Hearst qui a contribué de diverses façons à la promotion de la culture dans la région. L'ancien recteur de l'Université de Hearst, M. Tremblay, était notamment un des fondateurs du Conseil des arts de Hearst, a été aussi un des fondateurs du journal Le Nord. Donc, cette présence-là de l'université y a contribué. J'ajouterais à ça que la présence de l'archevêché du siège du diocèse de Hearst ici a également énormément contribué à créer ce caractère-là.
l'écomusée de Hearst, c'est le seul en Ontario. Un écomusée, c'est pas seulement un lieu où on conserve des vieux objets, mais plutôt un lieu où on regarde le passé dans le présent pour l'avenir. Là, on va mettre toutes les croix à la même hauteur. Aujourd'hui, je veux... vous voyez qu'on a plusieurs chapelets, puis je vais chercher une façon de les montrer. Donc, on va les mettre au-dessus de l'autel. Donc, ils vont remplacer comme la croix de l'autel. Je suis étudiante à l'école secondaire. Puis je fais ça fait 2 ans environ, je pense. J'aime vraiment ça. Je reviens tout le temps. Ça me dérange pas d'aider. Oh, lui, il est beau. J'aime ça parce que ça me fait penser à des reliques. Ça raconte l'histoire des gens qui vivent ici, là. Nos ancêtres, là. La maison est bien située. Il y a l'église, il y a l'université en face, les écoles sont tout près. Donc, ça facilite beaucoup la visite, disons, des étudiants. Laurent, c'est un artiste amoureux du patrimoine. Quand on travaille avec lui, il est toujours en train de songer comment il va mettre en scène pour que ce soit beau et symbolique. C'est pas le nombre d'objets. On refuse, puis il faut faire attention parce que ça serait facile qu'il y ait beaucoup trop de choses. Alors, c'est bien choisir nos objets, des objets du quotidien. On a un projet qui est les armoires du patrimoine, qui est centré autour des objets publicitaires. Hearst, ça a été une ville où les gens, il y avait des millionnaires, il y avait des scieries, c'était florissant dans cette période-là. Les objets publicitaires vont aussi être un prétexte à parler de cette période-là où il y a vraiment un enrichissement, une réussite matérielle des gens. Donc le sac publicitaire, pour moi, est important dans une collection d'objets publicitaires. Et ça date d'une époque aussi. Il y a eu des sacs de plus ou moins bonne qualité. Puis là, on est dans les sacs recyclables maintenant? Maintenant, oui. Maintenant, on apporte notre sac, même qu'ils nous vendent le sac. Ça parle plus de quotidien, un écomusée, plutôt que juste les grands personnages. Oui, c'est vrai. Les grandes œuvres. C'est la petite histoire qui peut nous mener à la grande histoire. Oui. L'Université de Hearst est, à mon sens, un des joyaux du nord de l'Ontario, d'une part, mais de l'Ontario français et du Canada français aussi. L'Université de Hearst a énormément contribué à former des gens, à leur donner le goût des études, à leur donner le goût des arts, à leur donner le goût de la langue française. C'est la plus petite université en Ontario, une des plus petites au monde, et elle est située dans une région où il n'y a pas d'autres universités. Parmi les diplômés de l'Université de Hearst, environ 80% demeurent dans les régions et y travaillent, tant dans l'éducation que dans l'entreprise. Et on retrouve des diplômés de l'Université de Hearst un peu partout en Ontario et même au Canada français. L'Université de Hearst, là, moi, je rentre là puis je pense que je fais partie des meubles. Hey, salut Marc! Allô, Manon! Là, tantôt, quand je suis arrivée, là, j'avais comme oublié ça, mais c'est comme la collation des grades demain. Oui. J'y ai fait mon bac, donc c'est certain, quand tu es aux études, à jeune âge, tu fais ton bac, c'est du plaisir. Les connaissances, oui, mais c'est les connaissances des gens que j'ai rencontrés. T'es pas venu à la représentation de la pièce, hein? T'étais-tu là? Ben oui, j'étais là. Hey, Marc, oui, ça, oui, là, oui. c'était tous pour un. Manon, c'est la perfection en termes de ce qu'une personne fait. C'est-à-dire qu'elle a fait son bac, elle était déjà quelqu'un d'engagé, elle était déjà quelqu'un de solide. Et là, après ça, elle a décidé d'aller chercher un peu plus de connaissances. Mais une fois ça fait, elle est revenue à la région, puis elle est devenue une pierre angulaire de la région. En 2008, j'ai pris le poste de secrétaire général. Là, c'était tout un autre contexte. Là, c'est moi qui avais la chance de motiver dans les études de nos étudiants et nos étudiantes. La rencontre fait d'autres connaissances qui, aujourd'hui, j'ai des amitiés, comme Marc, que j'ai rencontré voilà un bon bout, mais que j'ai revu quand je suis venue travailler. Là, on était collègues de travail et non professeurs étudiants. C'est capable d'avoir d'autres projets. Quand le volume d'art descend. On n'est tellement pas beaucoup que les relations entre professeurs et étudiants ne sont pas les mêmes, ne sont pas du même niveau. C'est des amis. Et moi, je pense que quand tu vis à Hearst particulièrement, où les grands centres sont au-delà de 10 heures de route, tu développes rapidement un sentiment que
tu te dois de maîtriser ton avenir toi-même parce que l'aide n'arrivera pas facilement. Et ce sentiment-là, il se traduit par le fait de développer un sentiment de combativité face à ce qui t'entoure. Tu dis, il faut que je travaille fort pour avoir ce que j'ai, puis j'accepterai pas de non. Mais c'est aussi prendre conscience rapidement, malheureusement, que les décisions sont souvent prises par des gens loin de chez nous, qui ne comprennent rien à nos réalités et qui nous obligent de temps à autre à faire des choses pour lesquelles il n'y a pas de sens. Donc, souvent, nous, on se revient d'abord, on se lève les bras, on leur écrit quelques lettres, des fois, on prend l'avion, on va les voir, puis on leur dit « Hey, réveillez-vous, les amis, là. Ça ne marche pas. Vos bureaucrates à Toronto, là, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre coin, puis ils nous font faire des affaires qui n'ont pas d'allure. » Et ça, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, toute cette relation-là, puis ces sentiments-là font en sorte qu'on a vraiment l'impression d'être un peu différent, puis d'avoir une identité qui est très particulière, par exemple. Oh, wow! C'est-tu beau? Oh, mon Dieu, Ça Seigneur. rappelle des souvenirs? Ben, ma collation des grades. Oui, ta collation des grades. Les 3 que j'ai préparés. Regarde. Oh, tu peux j'aime marcher ça. dessus. Il y a définitivement de l'émotion parce que ça me ramène à les années 90 pour ma propre collation des grades. Ensuite, la fierté quand j'y ai travaillé comme secrétaire générale où j'encourageais mes étudiants à participer à votre collation. C'est comme votre fruit, là. C'est le résultat de tous vos efforts. Puis je me rappelle quand j'appelais leur nom pour qu'ils viennent les chercher, à chacun, il y avait toujours une image qui m'apparaissait, une fierté, un sourire, un clin d'œil. Je me rappelle, la première fois, ils m'ont dit « Tu ferais peut-être y aller plus vite quand tu les nommes. » Puis j'ai dit « Non, parce que la seule raison qu'on est assis ici aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là ont terminé leur programme. C'est leur moment. Fait que je vais prendre mon temps à chaque nom parce que c'est leur moment, puis ce moment-là ne revient pas. Puis quand tu marches, puis là, tu sens tes genoux, puis tu montes, puis tu vas chercher, puis c'est la fierté. Ça, là, c'est comme wow. Fait que quand que je rentre, j'ai tout ça qui m'habite. Puis je regarde parce que c'est notre avenir, c'est notre relève, c'est mon université. On travaille à Hearst depuis fort longtemps pour essayer de vendre l'industrie touristique. Au cours des années 50, déjà, des promoteurs parmi les leaders se faisaient les promoteurs de l'idée du tourisme. Le chemin de fer de l'Algoma central a apporté un certain nombre de personnes ici qui viennent pour la chasse, qui viennent pour la pêche, qui viennent pour la motoneige aussi, mais une industrie qui est totalement dépendante, évidemment, des conditions météorologiques. Ce qui fait que, bien sûr, on travaille très fort pour essayer de développer ce volet-là de l'activité économique à Hearst, mais ça reste un volet qui a de la misère, qui a de la difficulté à prendre son envol, et la ville de Hearst demeure dominée par l'industrie forestière. L'industrie forestière est le moteur économique de Hearst depuis toujours. Né au Québec, Jean Gingras n'avait que 15 ans en 1944 quand il est monté dans le nord ontarien pour devenir bûcheron. Au fil des ans, il a occupé plusieurs postes dans les chantiers et les scieries, en plus d'assister à la mécanisation de l'industrie. J'étais monté à Hearst avec mes 2 frères, Joseph et Ramon. On coupait des bio, du 16 pieds. On coupait avec un ski dessus avec un cheval. Là. On faisait des roules. À la retraite, M. Gingras accompagne des groupes de visiteurs à la scierie patrimoniale pour leur parler de son métier. Jean a marié Madeleine, une fille de Hearst, qui elle aussi a travaillé dans les camps à titre de cuisinière. Elle nous assure que ses bûcherons étaient bien nourris. Bœuf à la mode, ragoût de boulettes, fèves au lard constituaient le régime de ses défricheurs. Aujourd'hui, on va se rendre chez M. Gosselin, Tibi de son nom. Lui, en 93,
Il y avait un surplus d'épinettes blanches. Il a acheté 8000. Fait planter ça sur sa terre privée. Quand vous avez décidé d'en faire planter là, 8000, c'était quoi votre objectif? Bien, c'était pour rembellir la Ajouter propriété. à ta propriété. Oui, oui. Éventuellement, allez-vous la faire bûcher? Ouais, là, j'ai 82, là, comme c'est là. Puis, Vous allez faire ça dans 20 ans. peut-être dans une vingtaine d'années encore. Ben, je vous souhaite bien. Ben, vous avez repartenu un moulin, vous. Oui. Ça s'appelait comment encore? Ghostland Lumber. Ghostland Lumber. À Callstock. On avait encore des chevaux. On avait 33 chevaux à Callstock, là, tu sais. OK. Puis, Oh, wow! Ton père, bien, il a travaillé Ouais. pour nous autres, là, à sortir du 4 pieds, on va dire, du Oui. 4 pieds, là. Oui, M. Gosselin là, représente un petit peu retourner à sa racine. Puis c'est intéressant parce qu'à chaque fois que je jase avec lui, je n'apprends de toutes les couleurs. C'est un monsieur qui a une histoire, une passion pour la forêt depuis toujours. Fait qu'aujourd'hui, dans la plantation, ça me permet de voir le résultat après 20 ans d'une épinette blanche qui est dans mon milieu de carrière présentement. Mais en plus, c'est que M. Gosselin, il fait partie de mon passé aussi. Parce qu'à eux, on aime reconnaître d'où ce qu'on arrive. Puis ils ont fait une soirée dans le temps. Donc, ils ont fait un souper avec du manger qu'il y avait dans le temps, dans les campes de bois. Puis il me dit, tu vas voir ton père. Puis mon père était décédé, là, ça faisait quelques années. Puis j'ai dit, ben peut-être, là. Puis j'ai embarqué là-dedans. Puis d'un coup, dans ce temps-là, il avait dessiné. Puis il avait filmé mon père qui arrivait. Il avait sa pile de bois. Il était debout là-dessus. Il tenait ses chevaux. Puis quand il a vu qu'il y avait la caméra, c'était un homme fier. Il dressait les épaules, il s'en venait, puis il s'en venait. Puis quand la caméra était proche, il a tiré sa time, il a regardé la caméra, il a fait un signe. Oh! Tu peux pas avoir un plus beau cadeau que ça. Fait que quand on sait d'où ce qu'on arrive, il faut garder de le reconnaître. Puis ce monsieur-là, c'est ça qu'il m'a donné. J'en en acheter 2 de ça, hein, au lieu Oui, de je n'ai courir pogné un à gauche puis à droite, là. On va le laisser ici, j'en ai un. Les poignées vendredi. Roland, ben c'est mon poteau. Sans lui, il n'y a rien qui pourrait avoir été fait parce que il se traîne le ventre à terre. C'est celui-là t'as changé l'autre jour? Non. C'est mon héros. C'est simplement mon héros. Moi, être Roland, je serais comme pratiquement découragée d'arriver après ma journée de travail, puis d'avoir de quoi d'enligner. Bon, on continue la construction, on va faire les foins. Roland, t'as la clôture à réparer. Roland, le 4 roues est brisé. Roland. Il y a des fois, c'est certain, ce serait le fun juste dire ah, matin, on reste couché, mais on peut pas. Fait qu'on se lève, puis on trouve quand même nos petits moments à travers de quoi qu'on fait. C'est juste, c'est pas comme la plupart du monde. J'achète du foin. On a 2 fournisseurs. On a Michel, c'est une connaissance, une bonne connaissance. Puis lui, il fait l'élevage des bœufs. On va chercher notre foin là à tous les semaines. Si ça n'aurait pas été de Michel, je sais même pas comment que les chevaux auraient pu manger cet hiver parce que les foins, tout le monde en avait besoin, tout le monde en voulait. Tout le monde était limité. Michel n'était un qui l'avait, puis on a dit hey, s'il vous plaît, garde-nous ça, parce qu'au montant que j'ai, moi, c'est pas comme juste 1 ou 2 chevals. Là. C'est 32, 33, jusqu'à 35. Fait que c'est là que l'entraide d'une petite communauté, que ça se fait bien. Là. On a les mêmes batailles. On a les mêmes difficultés, étant en région éloignée, qu'on veut faire venir des produits. C'est toujours dur parce qu'on est loin, le prix est toujours extrême. Fait que définitivement, ça met une complicité plus forte. Les gens de Hearst sont des entrepreneurs. À Hearst, c'était tous des petits entrepreneurs forestiers, des fermiers. Donc, il y a une différence de mentalité dans ce sens-là. On prend ça un petit verre? Laurent? Ah, bien. Nous autres, on faisait beaucoup d'agriculture. J'avais une serre hydroponique là, pour faire pousser des cocombes. Puis on faisait beaucoup de présentations avec Agriculture Canada. Fait que
Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on avait un souper avec le directeur des Special Crops du Canada, puis lui, il nous a dit il faut toujours essayer de faire une valeur ajoutée, admettons, à ton quoi que ce soit. Il dit si le gars qui fait pousser des patates, il fait un peu d'argent, mais celui-là qui fait du vodka avec ses patates, lui, il fait beaucoup d'argent. Ça fait que santé? Santé. Marcel, c'est dangereux ton stuff. Ah oui? C'est tellement doux. Tu mets un verre de glace, tu remplis ça de vodka, puis quelqu'un qui a bien soif, il pourrait le caler. On frappe fort. C'est déjà en branle. Le LCBO nous avait donné un contrat de départ d'environ 400 000 et de vente qu'on devait, dans le minimum, atteindre durant l'année jusqu'au 31 janvier de l'année prochaine. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, tu vois, on a commencé le 28 de mars et puis on est le mi-juin et puis on a déjà atteint notre quota. On y goûte, les gens l'achètent. C'est mes parents qui ont bâti la place. Quand on est arrivé, il y avait 2 bateaux. Puis là, comme on peut voir, ils sont tous à l'eau. Le monde sont partis avec, là, mais ils doivent être rendus proches de 200. C'est aussi paisible ici que chez nous, si on veut, façon de parler. Juste à regarder, juste la vue, ça fait du bien. C'est un différent son encore, différentes manières de voir encore la nature comparée à chez nous. Fait que c'est toujours plaisant. Puis là, avec les souvenirs qu'on a de la place, il y a plusieurs histoires qui peuvent nous passer en tête pendant que... Puis juste le fait d'être sur le bord de l'eau, ouais. Ça s'explique soi-même. Mon avenir, c'est simplement de couper notre temps de course, que j'appelle, puis d'avoir le temps de dire, aujourd'hui, on les nourrit, on met l'eau, puis on relaxe. J'ai une maison à Hearst qui est à vendre, Topaz, c'est à vendre, les œuvres en entrepôt, c'est à vendre. On va voir où est-ce que ça va mener. Je peux pas partir de Hearst. Ils disent si on a bu l'eau de Hearst, il faut y revenir tout le temps. Donc, j'ai pas un plan là, que je m'en vais là. Je vis ici. Si je suis rendue où je suis rendue là, c'est que cette université-là m'a donné un élan. Ensuite, ça m'habitait sûrement, mais ça prenait quelqu'un pour faire un kickstart là-dessus. Puis ensuite, la vie m'a continué à me gâter, puis à m'entourer de gens qui ont continué à croire, puis à jamais me dire que je n'étais pas capable. C'était plutôt le contraire. Quand que je dis « Hearst, tout est possible », c'est parce que c'est ça que moi, j'ai reçu comme héritage. Je vais dire, en ayant fait différents endroits durant mon parcours de hockey, j'ai réalisé que Hearst, c'est vraiment, vraiment unique en son genre. C'est un endroit que tu peux faire tout, à mon avis. Ça prend 5 minutes pour aller à la reine, 20 minutes pour m'en aller au chalet, aller à la pêche. Puis quand on va aller voir un spectacle, il y a le Conseil des arts. On est une petite ville qui donne beaucoup. Puis une fois que tu y vis, tu tombes en amour.